C'est l'info, l'invité de la semaine. Le secteur bancaire suscite énormément de questions et peu de réponses sont aujourd'hui à notre disposition. À l'heure du numérique, le modèle de la banque de détail doit se réinventer pour s'adapter aux nouveaux usages de ses clients. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Laurent Trichet, directeur général de Sémaphore Conseil. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Frédéric Bois, consultant veille et produits, toujours chez Sémaphore Conseil. Sémaphore Conseil qui est une société indépendante spécialisée dans le conseil, les études et la veille en banque et assurance. Tout à fait ça. Bonjour. Alors dans le milieu bancaire, la banque en ligne a été l'une des premières étapes de cette transformation avant de voir arriver en France une nouvelle alternative, les néobanques, aussi appelées banques digitales. Créées en 2009 aux États-Unis, puis développées au Royaume-Uni, en Allemagne notamment avec Fiderbank et dans l'Hexagone, les néobanques ne sont pas des banques mais des établissements de paiement qui s'appuient sur différentes technologies. Est-ce que l'on pourrait d'abord déjà, messieurs, définir ce qu'est, pour que les choses soient bien claires, une banque traditionnelle, une banque en ligne, puis une néobanque? Alors, une banque traditionnelle, c'est une banque qui a un réseau d'agences sur le territoire français. Enfin, on va rester dans l'Hexagone, sur le territoire français, du type banque mutualiste comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel. Ensuite, on a eu donc les banques en ligne avec le canal est plutôt sur Internet, mais aussi le canal téléphonique. Et ensuite, donc les néobanques où là, toute la relation et l'entrerelation se fait sur le mobile. D'accord. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va différencier ces trois types de banques? Alors, l'usage, d'une part, parce que l'usage des néobanques se colle beaucoup plus à l'usage aujourd'hui des consommateurs, mais il y a aussi surtout l'offre de produits et services, puisqu'en général, les néobanques, leur offre est quand même assez réduite comparée aux banques traditionnelles qui ont une palette d'offres, de produits et services vraiment large, et dont, en général, la plupart du temps, l'entrée en relation se fait par le crédit immobilier. Donc c'est pas du tout la même entrée en relation, et le prix d'ailleurs aussi, le tarif n'est absolument pas le même évidemment, mais c'est aussi parce que le service n'est absolument pas le même. D'accord. Et alors aujourd'hui, quelles sont les néobanques les plus actives? Alors sur le marché français, c'est évidemment N26 qui est une fintech allemande qui aujourd'hui compte 500 000 clients quand même en Europe, dont 100 000 en France. Enfin, c'est ce qu'elle revendique. Alors, je suis toujours très suspicieux quand on parle de clients. On ne parle pas forcément d'utilisateurs. Je suis toujours un petit peu là-dessus. Quand la banque revendique 100 000 clients, est-ce que ce sont 100 000 utilisateurs? Je ne sais pas. En revanche, N26 effectivement est vraiment plutôt active puisqu'elle va ouvrir normalement son activité au Royaume-Uni et aux États-Unis courant 2018. Et alors, ce qui est impressionnant avec... Oui, pardon, allez-y. C'est la fintech qui apparemment l'a plutôt réussi là au niveau européen, quoi. Voilà. Et alors justement, ce qui est impressionnant, messieurs, avec N26, c'est la facilité d'utilisation. La publicité nous indique que nous pouvons créer un compte bancaire en seulement 8 minutes. C'est bien cela? C'est la promesse. C'est la promesse. Et alors, la promesse est-elle réelle? Alors, juste pour compléter ce que disait Frédéric, oui. Vous parliez de néobanque, on pourrait parler aussi de fintech. N26 s'est beaucoup illustré dernièrement puisque c'était, on va dire, la première fintech à proposer l'ouverture d'un compte courant avec une carte de paiement et des services associés, alors que plein d'autres fintech dont on entend parler beaucoup, je pense par exemple à Yomoney ou à WeSave ou à d'autres, qui proposent, elles, on va dire, qui ont une activité beaucoup plus centrée sur l'épargne et les placements. D'accord? Donc N26 c'est beaucoup illustré en raison d'une offre en compte courant qui vient concurrencer très très frontalement les banques traditionnelles, mais aussi les banques en ligne ou les banques directes. Ça c'est un point extrêmement important à préciser. Dans cette Oui, je parlais de N26, mais effectivement, les Yomoney en France sont déjà très actives aussi. Mais parce qu'en fait, en général, les fintech, les néobanques se spécialisent dans une activité au départ. Il y a eu Sophie aux États-Unis qui est partie du crédit pour les étudiants et aujourd'hui a toute une gamme de produits et services. Au départ, il cible sur un produit, il cible sur un marché et un segment de clientèle, et après, au fur et à mesure de leur activité, ils se déploient. Donc on verra pour l'instant, parce que N26 en Allemagne n'a pas du tout la même offre qu'en France.
Là-bas, ils ont déjà une offre de découvert, une offre de crédit, c'est beaucoup plus développé. Et alors, est-ce que l'on pourrait néanmoins imaginer dans 5, 10 ans avoir sa banque uniquement donc en ligne sur le mobile et pouvoir donc effectuer des crédits immobiliers, pouvoir jouer sur les marchés financiers et aussi donc utiliser ce compte comme son compte courant, tout cela uniquement grâce à une néobanque? Alors oui, tout à fait, en sachant que il ne faut pas les oublier quand même, elles pèsent encore à Très peu. hauteur de 90% du marché. Non, je pensais aux banques généralistes, aux banques traditionnelles, qui, aux côtés de leur réseau, ont développé aussi la banque par téléphone et la banque par Internet ou la banque en ligne. Ne les oublions pas, elles pèsent, c'est elles qui dominent outrageusement le marché. Et aussi les banques en ligne, du type ING, Boursorama ou d'autres, Fortuneo. Vous parliez tout à l'heure en fait de la possibilité de souscrire en quelques minutes à un compte courant. Ça, c'est un point sur lequel il se passe énormément de choses en ce moment. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est comment acquérir un client en compte courant de la façon la plus fluide possible. Et là, c'est vrai que toutes les fintechs ou bon nombre de fintechs ont mis en place des process d'acquisition et de souscription, qui sont extrêmement fluide, rapide, très connivant aussi dans le ton qui est employé. Et donc, du coup, les banques traditionnelles en ligne ou à réseau commencent à bouger très fortement là-dessus. On l'a vu très dernièrement avec le groupe Crédit Mutuel Arkea, donc autrement dit le Crédit Mutuel de Bretagne, qui a lancé un process de souscription en ligne à un compte courant extrêmement fintechien, si je puis dire. D'accord. Donc, là, un des grands enjeux, c'est comment mettre en place ces process d'acquisition sans que ça prenne un temps fou et sans qu'il y ait d'échanges papier, de manière à ce que le client, en quelques jours, reçoive son moyen de paiement, à savoir sa carte. Et là, c'est vrai que les fintechs et néanmoins N26 surtout est très performante, mais vous avez des processus qui ont été mis en place par des banques traditionnelles. Je pense à Arkea, mais aussi au Crédit Agricole, par exemple, qui lui aussi a mis en place un process qui permet d'accéder très rapidement à un nouveau compte associé à un compte courant, associé à une carte, pardon. Donc finalement, on se rend compte que les banques en ligne qui sont proposées par les banques traditionnelles, Crédit Agricole à Before Bank, Crédit Mutuel Arkea et Fortuneo, BNP Paribas et Hello Bank, eh bien ces banques en ligne se retrouvent chevauchées entre les banques traditionnelles qui sont les banques de monsieur et madame tout le monde et ces néobanques qui elles évoluent de plus en plus. Hein. Oui, tout à fait, ouais, mais là, en fait, les établissements traditionnels ont créé ex nihilo leur propre banque en ligne, le Crédit Agricole avec Before Bank par exemple, mais après d'autres établissements bancaires ont acheté des véhicules de banque en ligne. Je pense en particulier par exemple au Crédit Mutuel qui avait acheté Monabank. Ex-Banque Coty, Société Générale qui avait acquis Boursorama. Donc, soit création ex nihilo, soit rachat d'une banque en ligne qui existait des fois depuis très 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 longtemps. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète, tout à fait. Et alors, lorsque vous voyez, messieurs, la BNP Paribas racheter, par exemple, le compte Nickel, qui là ne s'appuyait absolument pas sur des données informatiques, puisque le compte Nickel, c'était purement et simplement l'achat d'un compte, enfin l'ouverture d'un compte en banque depuis un tabac presse, par exemple. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, tout d'abord, c'est vrai, un processus d'ouverture qui était ultra rapide. Nous, on l'avait testé dans un bureau de tabac parisien. Et c'est vrai qu'en l'espace de 6 minutes, il était possible d'ouvrir ce compte et de repartir avec sa petite box dans laquelle une carte Mastercard était intégrée. Alors, petite nuance, il ne s'agit pas d'un compte courant au sens BNP ou Crédit Agricole du terme. Là, le compte est équipé, c'est un compte de support avec derrière une banque
à savoir Arkea qui gère tout le back-office. Et c'est une carte prépayée, en fait, hein, que vous alimentez à partir d'un autre compte. Donc, on n'est quand même pas tout à fait dans la même optique qu'un compte courant adossé à une carte de débit, classique. D'accord. Je pense que BNP Paribas a aussi, en rachetant le compte Nickel, en a profité pour racheter des compétences et puis aussi pour racheter un portefeuille de clients qui n'étaient pas forcément clients BNP Paribas ou de banques traditionnelles, ou qui ne voulaient plus l'être. C'est une segmentation, hein. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment pas cannibaliser entre leur offre traditionnelle BNP Paribas ou Hello Bank avec le compte Nickel qui est tout un autre type de clientèle. C'est une manière de segmenter le marché en proposant plusieurs offres. D'accord. Donc là, avec le compte Nickel, on sort finalement un petit peu du côté numérique et ce compte Nickel peut être utile pour voilà des enfants de 14-15 ans qui n'ont pas encore de compte courant et qui veulent tout de même bénéficier d'une carte bleue. Oui, et puis après, alors, ils avaient un procédé d'ouverture qui était assez performant dans le sens où ils acceptaient des ouvertures de compte pour des populations qui n'avaient même pas de titre de séjour. Donc il y a un premier papier en fait qui est délivré, j'imagine par les autorités, par l'État, pour un étranger arrivant en France. Et ben même avec ce papier-là, cette personne pouvait ouvrir un compte. Donc il y a des formalités, il y avait, je dirais, des barrières à l'entrée, si je puis dire, qui sont beaucoup moins importantes et qui permettent donc du coup après d'ouvrir ce compte plus facilement, mais ce compte n'étant pas, ne proposant pas de découvert ou d'assurance, ou vous voyez. Donc c'est quand même un compte qui ne propose pas autant de fonctionnalités qu'un compte bancaire traditionnel. Ouais. Alors revenons à présent à cette opposition donc banque traditionnelle, néobanque. Est-ce que messieurs finalement les banques traditionnelles ne sont-elles pas en train de prendre du retard? Exemple très simple, l'intégration du paiement sur mobile. N26 a lancé donc sa version Apple Pay cette semaine. Des banques plus traditionnelles telles que le Crédit Agricole, la BNP Paribas, y sont encore hostiles ou en tout cas se lanceront là-dedans à la fin de l'année prochaine. Y a-t-il donc un fossé entre ces deux types de banques ? Non, il n'y a pas de fossé. Il y a surtout un fossé entre les possesseurs d'Android et les possesseurs d'iPhone. Puisqu'en fait déjà depuis l'année dernière, BPCE, le groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, propose déjà Apple Pay, donc N26 n'est pas le premier sur le marché. Orange Cash, qui était l'un des moyens de paiement d'Orange, on peut aussi payer via Apple Pay. Il y a aussi Carrefour Bank, on peut payer avec Apple Pay. Donc en fait, tout le monde suit. La seule différence pour adopter le wallet, parce que ça n'est qu'un wallet Apple Pay, on met à l'intérieur sa carte bancaire classique. On reste toujours dans l'architecture carte traditionnelle. C'est en fait le problème de négociation de commission entre Apple Pay et les banques. Mais donc en fait les banques ne sont pas du tout en retard, d'autant plus que là vous évoquez BNP Paribas et Crédit Agricole proposent de leur côté Paylib et maintenant depuis peu Paylib sans contact, enfin Paylib sur mobile, qui permet de payer en magasin avec son téléphone Android et aussi sans contact. Donc c'est exactement la même version. Et d'ailleurs je pense que les banques françaises prennent pas mal d'avance là-dessus grâce à Paylib, puisque pour l'instant en France, on n'a toujours pas Android Pay qui est arrivé pourtant dans certains pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Pour l'instant, voilà, Apple Pay avance petit à petit, le paiement sans contact arrive un petit peu, ça commence à se développer, ça va aller très très vite, je pense. Après, tout dépend de, voilà, mais les banques françaises ne sont pas en retard grâce à Paylib. Après, est-ce que Paylib est adopté, les usages, tout dépend de la communication qui est faite autour, mais en tout cas, voilà, pour moi, ils ne sont pas en retard. Voilà. Et moi, je rajouterais aussi que c'est une tradition française aussi, le fait que les banques se coordonnent entre elles pour déployer des formats de paiement qui soient universels sur le territoire, ça c'est vraiment une tradition et une grosse force française avec la carte bancaire et puis qui avait été reprise par toutes les banque et qui a permis à tous les Français de faire des paiements partout, de faire des retraits partout qui ont très longtemps gratuits.
Ça, c'était une des grandes forces des banques françaises de s'être unies via le groupement des cartes bancaires. Et là, je pense que Pélib, Frédéric parlait du Crédit Agricole, On a la Banque Postale, mais il y a la Société Banque Postale Générale, la Société Générale, il y a le Crédit Mutuel qui a rejoint Pélib aussi. Donc il y a de plus en plus de mammouths bancaires qui rejoignent cette solution qui pourra peut-être aussi s'imposer et lutter contre d'autres mammouths d'une grande taille, certes, mais qui ne sont pas encore aussi développés en France. Je pense à Apple Pay ou d'autres. La bataille, elle est vraiment sur la possession de quel type de téléphone on a, parce que sachant que Apple ne veut absolument pas qu'il y ait d'autres moyens de paiement utilisant le NFC de son téléphone, on n'a pas le choix que d'utiliser Apple Pay avec un iPhone. On ne peut pas utiliser d'autres moyens de paiement. Et rappelons... Je dis qu'en Australie là-dessus, elle a été perdue. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment pour moi la guerre, elle est entre utilisateurs d'iPhone et utilisateurs de téléphones type Android. En revanche, effectivement, pour une banque, c'est important d'adopter Apple Pay parce que en général, les possesseurs d'iPhone, au niveau marketing, sont des prescripteurs. Ce sont les gens qui sont un petit peu en avance sur les usages et ce sont plutôt des early adopteurs. Voilà. Si ça, c'est assez intéressant en matière de marketing. Et rappelons néanmoins que Apple prélève une commission sur chaque paiement effectué avec Apple Pay. J'imagine, par contre, je ne sais pas le montant, et que c'est ça qui est aussi le nerf de la guerre, comme dans tous les, comme Mastercard aussi prend un prélèvement ou Visa. Tout cela c'est une question je pense que tout dépend des volumes, hein. Voilà. Tout cela est évidemment très stratégique. Pour revenir à la montée en puissance de ces fintechs, y a-t-il des choses, des contraintes auxquelles elles sont confrontées ou auxquelles elles seront confrontées plus tard, ces fintechs, ces néobanques? Les contraintes réglementaires, justement, c'est toute la politique en ce moment, la politique qui se joue au niveau européen, parce que d'une part, chaque régulateur est en train de se poser la question, est-ce qu'on doit jouer ce qu'on appelle la politique du bac à sable, c'est-à-dire appliquer une réglementation différente entre les acteurs traditionnels et les fintechs. En France, c'est non, on veut que la réglementation soit identique entre banques et fintech, il n'y ait pas de ce qu'on appelle cette politique du bac à sable. Et puis il y a aussi aujourd'hui la DSP2 qui est en train de essayer de s'imposer, on va dire. Surtout c'est que c'est une bataille entre la Commission européenne qui défend les fintechs et les nouveaux acteurs versus le régulateur européen qui lui est plutôt main dans la main avec les banques. Donc pour l'instant du développement des fintechs va dépendre l'application de la future directive européenne, la DSP2. Alors messieurs, on a parlé donc de ces banques traditionnelles, on a parlé des banques en ligne, on a parlé des néobanques, mais l'on n'a pas parlé des opérateurs téléphoniques. Orange Bank, dont le lancement a maintes fois été reporté, verra enfin le jour le 2 novembre. L'opérateur télécom aux 30 millions de clients veut bousculer les banques traditionnelles avec une offre 100% mobile quasi gratuite, reprenant donc l'exemple de N26, et il espère ainsi attirer 2 millions de clients bancaires d'ici 10 ans. Son concurrent SFR Altis envisage de lui emboîter le pas d'ici à 2019. Là aussi, les opérateurs décident d'arriver sur le métier de la banque. Est-ce que c'est un métier qui sera porteur pour eux ? C'est ce qu'ils espèrent en tout cas. Alors, juste pour nuancer un tout petit peu votre propos, ils ont maintes fois reculé leur lancement. Bon, certes, ils ont décalé leur lancement, mais je pense que l'enjeu est assez colossal pour eux. Ils ne veulent pas aussi détériorer leur image de marque, et donc je pense qu'ils souhaitaient que leur offre et que tous les parcours qui vont être proposés à leurs clients soient parfaits, de manière à ce qu'il n'y ait pas de couac, comme on a pu en voir dans certains cas lors du lancement de certaines agences en ligne, voire de certaines fintechs, sur lesquelles il fallait dans un premier temps s'inscrire, et après on attendait, durant des semaines plus ou moins longues, on attendait le lancement effectif de l'offre. Vous voyez, donc c'était juste pour nuancer un petit peu le propos. Voilà. Après, je pense oui, leur président directeur général a plusieurs fois annoncé que le lancement de cette activité devait être à terme rentable, devait générer des revenus pour le groupe Orange. Donc oui, moi je pense qu'ils ont des grandes velléités en s'appuyant aussi sur
tout leur socle technologique et aussi la mise en place sûrement d'une relation client d'un nouveau genre, sans doute. Après, faut savoir que Orange a déjà un partenariat avec mBank en Pologne. Ça a plutôt bien marché. Que la plupart des opérateurs téléphoniques aujourd'hui ont des activités dites bancaires, on va dire, de transfert d'argent en Afrique. C'est assez courant, hein. Aujourd'hui, on a Orange Money justement en Afrique ou M-Pesa qui est un vrai succès puisque le modèle africain en matière bancaire est à regarder de près au niveau innovation. Mais voilà, après on a O2 en Allemagne, hein, c'est pas Orange sera pas le premier dans le monde, hein, à lancer une offre. Après aujourd'hui, je pense qu'au départ, enfin le coût de recrutement va sans doute être peut-être pas évident de trouver de la clientèle tout de suite. Mais bon, pour les banques en ligne, c'est pareil, hein, on peut pas acquérir une clientèle comme ça si rapidement et sans investir beaucoup d'argent. Je pense qu'effectivement les grands acteurs traditionnels de la banque ont peut-être peur d'Orange en raison de sa force de frappe, parce que vous avez évoqué le nombre de clients en France, 30 millions, c'est énorme, d'un budget communication qui, à mon avis, aussi est plutôt bien. Après, donc voilà, après je ne peux pas aujourd'hui m'avancer sur Orange Bank sur le marché français. Après, c'est sûr qu'ils en ont déjà parlé, ils veulent s'appuyer sur une offre produit-service qui sera sûrement un peu différente dans sa construction que celle qu'on peut voir dans pas mal d'autres établissements. Un modèle tarifaire aussi qui sera particulièrement avantageux pour les clients. Donc il est évident que les banques traditionnelles voient l'arrivée d'Orange Bank sur le marché d'un œil assez, je ne veux pas dire apeuré, mais en tout cas elles sont très. Oui, c'est ça. Alors, qui va se passer. Est-ce que Orange Bank finalement n'arrive pas comme le Free Mobile des opérateurs téléphoniques pour chambouler et bouleverser un marché qui aujourd'hui est campé sur ses positions? Alors camper sur ses positions, ils vont déranger le marché, c'est évident. Mais camper sur ses positions, en rencontrant tous les jours nos amis banquiers, on voit qu'il se passe des choses, ça bouge dans tous les sens chez eux. Alors avec aussi des contraintes informatiques qui sont très importantes pour ces mammouths, hein, qui ne peuvent pas bouger aussi vite qu'une petite start-up de 40 personnes. Mais les banques françaises ont quand même fait des pas de géant en l'espace de quelques années. Et la preuve en est, quelques jours avant le lancement d'Orange Bank, vous avez un crédit mutuel, vous avez un crédit agricole qui lance des nouvelles offres, on va dire à coût très réduit et essentiellement basées sur des services mobiles. Donc elle bouge beaucoup. Oui, allez-y. Oui, donc je disais, ces banques traditionnelles bougent beaucoup en fait, et je pense que si elles bougent, ou apparemment elles bougent moins, c'est qu'aussi elles souhaitent être extrêmement attentives au respect de toutes les contraintes européennes, enfin toutes les contraintes réglementaires, et Dieu sait s'il en existe au niveau de la banque en France en particulier. N'oublions pas cela. C'est fondamental. Non, il y a un truc, faut pas oublier les clients, c'est qu'aujourd'hui on parle de fintech, N26, mais les gens en général, je pense qu'ils ont encore c'est une question de notoriété, hein, une difficulté à se dire je vais déposer mon argent dans une entreprise que je ne connais pas ou chez un opérateur télécom. Ça peut peut-être faire peur, vous voyez, parce que n'oublions pas que les banques restent encore des tiers de confiance. L'ont toujours été et le resteront longtemps, grâce justement à cette réglementation qui protège quand même l'épargnant derrière. Voilà. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant, hein. Depuis l'instauration de la loi sur la mobilité bancaire au début de l'année, seuls 5% des Français ont changé de banque. Donc c'est assez révélateur aussi, hein. Oui, de toute façon, les Français ont toujours été fidèles à leur banque. On ne change pas de banque comme ça, parce que déjà on a un crédit immobilier en général. Les gens n'y pensent pas, bon voilà, ils ouvrent un compte parce qu'on n'a pas le choix quand on doit déposer de l'argent. Après, l'idée n'est pas de changer de banque tout le temps. C'est pas la même chose dans l'assurance, même si les choses bougent pas mal. Les gens en général ouvrent un compte bancaire parce que l'agence est en bas de chez eux, parce qu'ils renégocient un crédit immobilier ou ils sont primo-accédants. Il y a pas de, c'est pas comme on
enfin, c'est pas comme un supermarché, c'est absolument pas le problème. Les services ne sont pas les mêmes, il y a quand même des liens de proximité, c'est beaucoup plus, voilà, la fidélité est là, voilà. Les Français sont plutôt fidèles à leur banque. Et alors enfin, messieurs, partout dans le monde, des initiatives publiques et privées se multiplient dans le but de diminuer l'usage des espèces et de proposer des alternatives. Des banques, centrales ou non, réfléchissent aux monnaies digitales. Malgré l'essor phénoménal des paiements mobiles par carte ou électronique, les populations restent néanmoins très attachées à l'argent liquide. Va-t-on ou se dirige-t-on vers le 100% numérique, qui voudrait dire également une pleine transparence? Alors la société sans espèces, voilà, là vous êtes hors de mon champ de compétences, parce que là ce serait plutôt personnel si je devais répondre. Moi je n'y crois Bien pas sûr. trop. Alors évidemment, chaque gouvernement espérerait une société sans espèces, puisque ce serait quand même pas plus mal contre la fraude, pour la transparence et contre le blanchiment, contre le terrorisme. Évidemment, ça on peut tous souhaiter ça pour lutter contre le financement du terrorisme. La Suède est très en avance effectivement dans sa société sans cash, mais aujourd'hui, il faut quand même pas oublier que beaucoup de commerçants, par exemple, travaillent avec des espèces. Ça veut pas dire que ce sont des fraudeurs, hein, j'ai pas dit ça, mais évidemment, il y a quand même beaucoup d'espèces qui circulent et c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc, moi, je sais pas. Enfin, vous voyez en Allemagne, c'est quand même les Allemands sont de grands utilisateurs des espèces. Je crois que c'est l'Allemagne, c'est le seul encore à utiliser des billets de 500 €, je crois. Enfin, il y a quand même pas mal de. J'ai un peu de mal. Alors peut-être dans des petits pays comme la Suède, c'est peut-être plus simple. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas de. Voilà, pour moi, c'est là. Là, on s'adresse. Enfin, là, je vous réponds en tant que citoyen. Évidemment, aujourd'hui, il y a toutes les infrastructures sont là pour faire du sans espèces. Voilà, pour faire du sans espèces. Hein, tout est là. Hein. Mais ce serait un peu compliqué. Voilà, je pense que socialement, ce serait compliqué. Mmh. Voilà. Alors, et en France, alors, grâce aussi à notre schéma de carte bancaire, la part du cash a quand même, je pense, considérablement diminué au cours des 30 ou 40 dernières années. Le paiement par carte est généralisé de plus en plus. L'augmentation du plafond du paiement sans contact, qui est passé de 20 à 30 € il y a quelques jours, me semble-t-il, est une preuve supplémentaire que, on va dire, la communauté bancaire est prête aussi à avancer de plus en plus vers le moins d'espèces, quoi. Et je pense qu'on ne pourra pas se couper d'espèces tout de suite, c'est sûr, parce que les gens sont aussi habitués dans leur quotidien à encore beaucoup payer en espèces, mais progressivement, on le voit avec le sans contact, hein, il y a de plus en plus de commerçants qui sont équipés. Les cartes, maintenant, quand elles sont renouvelées, sont, je crois, quasiment systématiquement équipées de la fonction sans contact, ce qui montre que cet usage va se généraliser tranquillement, mais les en doute sûrement. Et après se posera évidemment la question de la sécurité, mais c'est un autre débat. Merci beaucoup Frédéric Bois, Laurent Trichier d'avoir été nos invités pour C'est l'Info et pour discuter autour de ces métiers bancaires qui ont encore beaucoup à faire, mais qui font déjà beaucoup. Hein. Voilà. Tout à fait. Ouais. Absolument. Merci. Merci à vous.